Nous accueillons sur ce plateau Ouda Assal. Bonjour, madame. Bonjour. Historienne, vous étiez chercheur à l'Université McGill. Vos territoires de recherche, le racisme, l'islamophobie, la discrimination. Vous publiez un ouvrage intitulé « Se dire arabe au Canada ». C'est une enquête sur les origines et le parcours des immigrants d'origine arabe au Canada depuis la fin du 19e siècle. Pourquoi vous avez choisi ce titre, « Se dire arabe au Canada », Ouda? Alors, j'ai choisi ce titre parce que c'était justement la parole des immigrants, de leurs descendants, de cette communauté que j'essayais de restituer, oui, plutôt que simplement la manière dont ils sont perçus et la manière dont ils sont dits par d'autres. Alors, oui, je travaille sur l'interaction, oui, et j'ai travaillé aussi sur les assignations identitaires, mais ce qui m'intéressait, c'était de retrouver leur voix. Ouda, ça laisse présager aussi que se dire arabe, c'est pas une chose facile. Dès le titre, on a cette impression-là. Alors, ce n'est pas facile, en tout cas, c'est très complexe, mais comme toutes les identités qui se construisent, qui circulent dans le temps, dans l'espace, donc c'est toute cette histoire-là que j'essaie de retrouver. Merci et bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Nous accueillons fièrement sur ce plateau aujourd'hui Ouda Assal, né à Beyrouth, au Liban, en 1979. On est en pleine guerre civile. Ouda Assal, vos parents et vous-même, vous quittez le pays. Walid, c'est ce qui a fait partir vos parents du Liban aussi. Tout à fait, je suis né ici à cause de cette guerre. Ouais. Voilà, alors c'est une réalité de l'immigration arabe que vous explorez forcément dans cet ouvrage. Alors, d'abord, vos parents vont immigrer en France, dans votre cas, Ouda Assal, où vous faites des études de doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Puis, vous venez vivre au Québec à partir de 2005, après avoir fait plusieurs voyages, plusieurs allers-retours entre la France et Québec. Qu'est-ce qui vous amène ici, Ouda? Alors en fait, ce qui m'amène ici, c'est une histoire familiale, un peu comme tous les migrants. Et il se trouve que j'ai une tante qui a immigré ici, mais si on remonte plus loin dans mon histoire, j'ai découvert à posteriori que j'avais d'autres membres de ma famille qui avaient fait le voyage jusqu'en Amérique. Et c'est plutôt ça que je raconte dans cette thèse. C'est une immigration plus ancienne. Si on cherche dans nos familles, quand on vient de cette région, d'ailleurs pas seulement du Liban, de la Syrie, de Palestine, d'Irak, enfin de beaucoup de... Plus récemment, l'Algérie, le Maroc, vous le racontez bien, là, tout le mouvement migratoire arabe depuis la fin du 19e siècle. Dans ce livre, donc, cette thèse, Se dire arabe au Canada. D'abord, pourquoi vous avez voulu faire cette enquête sur le parcours migratoire des Arabes, Ouda Assal? Qu'est-ce qui vous a motivé à la base? Alors, c'est intéressant parce que c'est plutôt un cheminement intellectuel au départ. Alors, évidemment, maintenant, je raconte l'histoire de manière plus personnelle, mais à l'époque, c'était plutôt un cheminement intellectuel parce que je m'intéressais, j'étais plutôt spécialiste du monde arabe et j'ai fait le chemin de l'immigration vers le Canada. Donc, l'histoire de l'immigration devenait, et la sociologie des migrants qui se trouvaient ici devenait un peu l'entre-deux, enfin le point de jonction de mes intérêts scientifiques en fait, même au départ, parce que je m'intéresse aux frontières, aux mobilités, pourquoi on circule, comment ça se passe. Vous avez un territoire de recherche qui est absolument contemporain, évidemment, avec tout le flot migratoire. D'ailleurs, on a célébré il y a quelques jours, ou aujourd'hui même, en fait, on est le 12 décembre, l'arrivée des premiers immigrants syriens, par exemple, au Canada. Ils partent aussi en raison d'une guerre. C'est le parallèle qu'on peut faire avec ce qu'a vécu votre propre famille, la vôtre aussi, Walid, forcément. Vous racontez dans cette histoire que l'immigration arabe, au sens très large, a commencé à la fin du 19e siècle dans un pays comme le Canada. Qui étaient les premiers? Alors, le premier, c'est 1882 quand même, hein? Oui, alors on a un petit débat entre 1882 et 1879, mais en tout cas, officiellement, la date est devenue 1882, qui est Ibrahim Bounader. Voilà. Exactement. Il était libanais, comme vous, d'ailleurs. Alors, il était libanais, Ibrahim Bounader. En effet, il venait de Zahle, mais beaucoup de gens venaient de ce qu'on appelait la Grande Syrie, en fait. Ils se disaient plutôt syriens, ces gens-là. Ça, c'est intéressant. Il faut décrire ce que c'était la Grande Syrie. C'est avant le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc, après la Première Guerre mondiale, on est à la fin du 19e siècle. Donc, la Grande Syrie, c'est pas la Syrie actuelle, là. Absolument pas. C'est en fait, toutes ces frontières sont des frontières coloniales mandataires qui arrivent après la Deuxième Guerre mondiale, en effet. Et au départ, c'est plutôt l'Empire ottoman et des régions qui ont des identités très diverses. Ouais. Et donc, la Grande Syrie, c'est toute cette région autour, on va dire, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de ce qui deviendra la Jordanie. Enfin, vraiment, les frontières sont plus limitées. Ouais. Pourquoi ils partent? Qui sont les gens qui partent de cette région à l'époque et qui sont? Alors, c'est plutôt des paysans, des montagnes. On a toute une crise économique, une crise politique au moment de l'Empire ottoman, plutôt au milieu du 19e. D'ailleurs, ceux qui arrivent au Canada arrivent un peu plus tardivement que ceux qui partent en Amérique du Sud et en Amérique, aux États-Unis. Au Brésil, notamment. Au Brésil, notamment.
un peu partout, beaucoup aux États-Unis aussi. Et donc, ils quittent pour des raisons économiques, politiques, sociales. C'est plutôt des paysans, ils sont plutôt analphabètes, ils sont peu éduqués, ils arrivent, ils sont plutôt colporteurs au début. Qu'est-ce que c'est colporteur? Parce que c'est le métier que pratiquent la plupart d'entre eux selon votre enquête, mais qu'est-ce que ça veut dire être colporteur? Tout à fait. Alors, c'est même le métier que faisait la mère de Khalil Gibran, qui est une des grandes figures de l'immigration arabe de cette époque, qui lui s'installe plutôt à New York. Alors, les colporteurs, c'est ces personnes qui portaient sur leur dos des marchandises, toutes sortes de biens de nécessité quotidienne, de la mercerie, probablement de la nourriture, enfin beaucoup de choses. Et ils allaient de village en village. Donc, par exemple, au Canada et au Québec, on disait, fut une époque, il semble dans les témoignages, qu'on disait le Syrien s'en vient, pour dire que le colporteur arrivait dans les villages du Québec ou du Canada. D'ailleurs, c'est plutôt au Canada. Ah, oui, moi, j'avais jamais entendu cette expression. Donc, en fait, ces personnes ont marqué l'imaginaire national. Il y en avait à l'île du Prince-Édouard, par exemple. Ils étaient soit en charrette, soit à pied. Donc, il y avait les deux. Il y avait des taxes. Il y a eu des difficultés parfois pour exercer leur métier. Ça, c'est vraiment les tout premiers. Et puis, assez vite, ils ont construit des petits comptoirs, des petits magasins. Et d'ailleurs, ils ont fait aussi, ils sont allés vers l'ouest. C'est vrai, en Amérique du Sud aussi. Ils sont allés dans des régions reculées. Donc, ils sont devenus marchands, plutôt. Exactement. Ils ont construit leurs magasins. Donc, par exemple, dans les années 20-30, rue Notre-Dame, ici à Montréal, on avait une petite scierie. Donc, on avait des magasins déjà de ces personnes qui venaient de grandes scieries, qui vendaient, pareil, de la nourriture, des biens. Voilà, on avait tout un réseau, en fait. Dans votre ouvrage, vous tracez la migration arabe au Canada en 4 chapitres, en 4 étapes. Donc, il y a l'étape des pionniers, l'étape de l'implantation entre les années 30 et les années 50. Et c'est là qu'il y a une certaine organisation qui va se passer. Tout à fait. Comment ça va se passer? Parce qu'effectivement, ils viennent de différents pays, là, la communauté arabe. D'abord, est-ce que ça existe, la communauté arabe? Est-ce que ça existe à l'époque? Est-ce que ça existe aujourd'hui? La question est quand même pertinente, là. Tout à fait. Alors, toutes les personnes qui travaillent sur les questions des minorités disent toujours qu'il y a des formes de communauté et des formes de diversité et de division à l'intérieur des communautés. Donc, c'est pas tellement différent qu'ailleurs. C'est sûr qu'ils sont très peu nombreux au début, donc ils ont certainement des solidarités autour des églises, autour des associations qui sont un peu plus évidentes. Plus ils sont petits, plus ils sont localisés. La plupart sont chrétiens d'abord à l'époque. Hein? Alors, ils sont beaucoup plus souvent chrétiens. Il y a quand même des musulmans. On a quand même la première mosquée d'Amérique du Nord, semble-t-il, à Edmonton en 1938, au Canada. En effet. Et donc, c'est des femmes qui sont allées voir le maire pour construire la première mosquée. Donc, c'est intéressant aussi de rappeler cette histoire qu'on a qui font partie du récit national, qu'ils étaient là, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, mais c'est vrai que majoritairement, ils sont chrétiens. J'ai oublié votre question. Non, mais je dis... C'est l'époque de l'implantation. Ils vont commencer, en tout cas, où les immigrants d'origine arabe, on voit bien qu'ils viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de territoires, vont commencer à se définir, à prendre une certaine parole et à s'organiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'organisent autour du fait qu'ils vont commencer. Alors, ils ont toujours été un petit peu discriminés comme toutes les minorités qui arrivent à l'époque, mais ce qui se passe à partir de 1908 au Canada, c'est qu'on va mettre en place des lois anti-asiatiques, des lois migratoires restrictives et racistes contre la race asiatique, notamment. D'ailleurs, il y avait d'autres populations qui étaient visées. Mais du coup, les personnes du Mashrek, donc du Moyen-Orient, ils viennent plutôt quand même de cette région au départ, beaucoup moins d'Afrique du Nord. Et donc, eux vont être discriminés, vont plus pouvoir ramener des cousins, plus pouvoir circuler. Ils vont en plus être considérés comme de race asiatique, ce qui est extrêmement négatif dans la hiérarchie raciale de l'époque. On dit d'ailleurs que le pire, c'est d'être asiatique. Qui sont au milieu, en fait, les Arabes. Et que les immigrants convoités ou les immigrants vus d'une bonne façon sont les immigrants européens. On peut déjà questionner ça parce que les Irlandais à Montréal n'ont pas nécessairement eu la vie facile non plus. Hein. Tout à fait. Plutôt européens du Nord et plutôt... Et voilà, il y a comme une hiérarchie raciale. À l'époque, c'est clair que parmi les Asiatiques, ceux qui étaient réellement visés, c'était plutôt les Chinois et les Indiens d'Inde, qui étaient vraiment, il y a des lois racistes vraiment contre eux, beaucoup plus fortes, ils étaient plus nombreux, etc. Et eux se retrouvent un peu comme un dommage collatéral, en réalité. Mais au moment où ils s'organisent pour contester le fait qu'ils sont dans la race asiatique, là, on lit des documents de gouvernement, on se rend compte qu'on les aime pas beaucoup non plus. On a toute cette image orientaliste, ils sont un peu dangereux, ils vont être fourbes. Oui, des fois, ils sont bons pour faire du commerce, mais quand même, il faut s'en méfier. Donc, on a tout cet imaginaire, d'ailleurs, qu'on retrouve pendant des années plus tard, qui est l'imaginaire européen qu'Edouard Saïd a analysé. Absolument. Donc, dans la cinématographie, dans la littérature, avec son livre Orientalisme, certainement. En plus, par la suite, il y a ce que vous appelez la période de transition que vous situez entre 1950 et 1967. En 1967, il y a ce qu'on a appelé la guerre de 6 jours. Évidemment, conflit qui mettent en place Israël et qui va faire souffrir les immigrants arabes du Canada. Comment?
Alors ça commence un peu plus tôt, Israël se met en place plus tôt. Et il y a déjà une contestation à partir de 1945 sur la création de l'État d'Israël par des immigrants arabes ici, ce qui est intéressant à rappeler parce que c'est une histoire qui est complètement méconnue. Mais après 67, en effet, les questions internationales vont faire que l'image des Arabes devient de plus en plus visible. D'abord, on s'intéresse plus à eux, ils sont plus sous le feu des projecteurs, on va dire. Ils sont, certains d'entre eux pro-Palestine. Donc c'est là qu'on commence à leur accoler l'adjectif de terroriste, là, Houda Assal. Tout à fait. Alors, ils sont pro-palestiniens parce que naturellement, c'est une question de droits humains, d'autodétermination des peuples, etc. Donc, ils sont sensibles à cette cause. Certains viennent de Palestine, d'autres viennent de la région, mais considèrent que c'est une question qui touche le Moyen-Orient, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et donc, ils se mobilisent et là, ils vont être réprimés, surveillés. Surveillés par la GRC qui va placer des micros dans certains locaux d'associations arabes, par exemple, poursuivre certains. Évidemment, limiter le passage aux frontières ou le rendre très compliqué entre le Canada et les États-Unis. C'est encore le cas aujourd'hui, là. Mais c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est de rappeler cette histoire parce que à l'époque, comme vous disiez, ils étaient chrétiens, donc toute la question de l'islamophobie, de la surveillance des musulmans et du terrorisme n'était pas encore à l'ordre du jour, mais ils étaient déjà perçus ou suspectés d'être terroristes, alors que, et ça c'est important de le dire, il n'y a jamais eu aucun incident, il n'y a jamais eu de contestation violente au Canada dans les formes de lobbying ou de sensibilisation à la question palestinienne qu'ils essayaient de faire valoir au Canada parce qu'ils considéraient que le Canada avait plutôt une position pro-israélienne. Donc évidemment, la continuité avec la période actuelle est vraiment intéressante à voir. Bien sûr. Bon, alors votre recherche s'arrête dans les années 80. Houda Assal, évidemment, il y a les événements du 11 septembre 2001 qui ont changé la donne quant à la perception qu'on a des peuples immigrants arabes. Bon, il y en a on est rendu à la 3e ou 4e génération. Il y a beaucoup d'Arabes aujourd'hui qui, évidemment, sont nés ici. Leurs parents sont nés ici. Selon le recensement de 2011, il y aurait 380 000 Canadiens d'origine arabe, 166 000 au Québec et en Ontario, 151 000, pour être très précise. Merci, Raya Damoud. Oui, ça vous impressionne. Non, mais c'est intéressant de voir le bassin. Alors, les Canadiens d'origine arabe sont 2 fois plus susceptibles d'avoir un diplôme universitaire que les adultes canadiens. Et ils sont en général plus susceptibles d'être au chômage que les Canadiens. Voilà. Comment on explique ça, Houda Assal? Alors, c'est une réalité, une tendance qu'on a démontrée sur beaucoup d'immigrants, mais ce qui est particulièrement frappant, et c'est vrai au Québec pour la population maghrébine qui est la plus touchée par le chômage, par exemple, pour relocaliser un peu ces chiffres qui sont vrais sur l'ensemble du territoire canadien. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on se demande pourquoi cette population n'a pas été blanchie, n'a pas réussi. Pourquoi? Et c'est la même chose pour les populations noires qui sont là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Vous parlez de blanchiment d'ailleurs. Tout à fait, parce que justement, les Italiens sont sortis des minorités racisées. Aujourd'hui, quand on est italien, on va pas être discriminé en emploi, on peut être en politique, dans les médias, on est partout. Alors que les Arabes ne sont pas sortis du racisme, en fait, ne sont pas sortis de cette minorité racisée, comme disent les sociologues. Donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors, une des raisons, c'est quand même pas, il me semble, c'est la question internationale. C'est-à-dire que oui, il y avait des enjeux internationaux qui faisaient que le Canada était en porte-à-faux finalement avec les intérêts que défendent les Arabes ici. Et pour la question palestinienne, par exemple, ils le sont encore, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. Quand on va faire la guerre en Afghanistan, quand on a des intérêts, quand il y a la guerre contre le terrorisme, évidemment, ces populations-là, d'un point de vue local, vont avoir des répercussions dans la manière dont on les perçoit et on les traite. Et c'est vrai que c'est malheureux parce que, évidemment, il y a des formes de résistance. Ces populations essayent de démontrer qu'elles font partie de la réalité nationale. Il y a une question du religieux aussi. Quand vous parlez des populations migrantes italiennes, ils sont catholiques pour la plupart. Et bon, vous l'avez dit, les nouvelles générations d'immigrants d'origine arabe, beaucoup sont de confession musulmane. Est-ce que ça pose pas un problème aussi? Alors moi, je pense que non. Je pense que c'est une manière de le voir. Parce que justement, moi, d'abord, les Italiens ont été discriminés par l'Église catholique. Absolument. C'est quelque chose qui est très important à rappeler. Et les minorités chrétiennes orientales ont aussi été discriminées par l'Église catholique, comme les autochtones et d'autres. Donc évidemment, il y a toute cette responsabilité de comment ça s'est passé historiquement. Le fait qu'ils soient chrétiens aujourd'hui, ça dépend de leur positionnement politique, ça dépend de beaucoup de choses qui font qu'ils vont être plus ou moins discriminés. Il y a aujourd'hui des chrétiens libanais qui sont discriminés parce qu'on les croit musulmans, par exemple. Donc il y a une espèce de stigmatisation. Beaucoup de choses aussi, il y a des amalgames. Évidemment, le principe du racisme, c'est d'avoir des frontières très floues et d'avoir des marqueurs qui ne correspondent pas à ce que les personnes, la manière dont les personnes s'identifient. Oui. Houda Assal, votre ouvrage, évidemment, éclaire beaucoup de choses. Un siècle d'histoire migratoire, se dire arabe au Canada, c'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci.
Avec Marie-Louise Arsenault. Plus on y de fou, plus on lit. Sur Ici Radio-Canada, première.